Je m'appelle Camille. J'ai 40 ans. Il y a 20 ans, j'ai mis au monde notre fille, et cette même nuit, mon mari est mort dans un accident d'avion. Je l'ai élevée seule, persuadée qu'il était parti pour toujours, mais vendredi dernier, elle est rentrée à la maison en état de choc et m'a dit « Maman, aujourd'hui, j'ai rencontré mon père, et ce qu'elle m'a montré ensuite a détruit tout ce en quoi je croyais. » Avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire dans quel pays vous nous regardez en commentaire. Maintenant, commençons. Il y a 20 ans, mon mari Marc est mort dans un crash d'avion, et cette même nuit, je donnais naissance à notre fille Chloé. Je me souviens de cette nuit-là si clairement, comme si elle ne m'avait jamais vraiment quitté. J'étais à la maternité, allongé, tenant mon ventre et attendant le moment qui était censé changer ma vie pour toujours. C'était censé être la plus belle nuit de mon existence. Mon mari était en déplacement professionnel à Lyon, mais il m'avait appelé toute la journée en me promettant qu'il serait de retour avant qu'elle n'arrive. Je le croyais. Je ne quittais pas mon téléphone des yeux, attendant son prochain message, son prochain appel, n'importe quoi. Mais au lieu de cela, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Au début, je ne voulais même pas décrocher, pensant que c'était encore un appel publicitaire, mais quelque chose en moi m'a poussé à répondre, et je regrette aujourd'hui de l'avoir fait. La voix à l'autre bout du fil était calme, trop calme. « Madame, nous vous appelons au sujet de votre mari. » Mon cœur s'est arrêté instantanément. Il y a eu un accident. Tout ce qui a suivi m'a semblé arriver à quelqu'un d'autre. Ils m'ont dit que l'avion s'était écrasé, qu'il n'y avait aucun survivant, qu'il était parti. Je ne me souviens pas quand j'ai commencé à hurler, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, tout ce dont je me rappelle, c'est cette sensation de vide, ce poids insupportable, comme si quelque chose à l'intérieur de moi venait d'être arraché. Et avant même que je puisse réaliser ce qui arrivait, la douleur physique a commencé. Une vraie douleur. Les médecins se sont précipités, les infirmières m'ont entouré, les voix remplissaient la chambre et les néons défilaient au-dessus de moi alors qu'ils me poussaient dans le couloir vers la salle de travail. Je criais, je pleurais, je tremblais, pas seulement à cause des contractions, mais parce qu'à ce moment précis, je perdais mon mari tout en mettant notre fille au monde. Quand tout fut terminé, le silence s'est installé, un silence pesant. Ils l'ont posée dans mes bras. Elle était si petite, si fragile, si parfaite. Je l'ai juste regardée, les larmes coulant encore sur mon visage. Je ne savais pas si je devais sourire ou m'effondrer complètement parce que l'homme qui était censé être à mes côtés, me tenant la main, n'était plus là. Juste comme ça. Les jours suivants passèrent comme dans un brouillard. Les gens venaient, repartaient, et tout le monde répétait les mêmes phrases, « Je suis tellement désolé, il est dans un monde meilleur, tu dois rester forte pour ta fille. » Mais rien de tout cela n'aidait car personne ne comprenait ce qu'on ressentait en perdant quelqu'un avant même d'avoir eu la chance de lui dire adieu. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. Ils disaient que le crash avait été trop violent, trop d'incendies, trop de dégâts. Il ne restait rien. Au début, cela m'a donné un minuscule espoir, un espoir fou et idiot qu'il y avait peut-être une erreur. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et lentement, cet espoir s'est éteint. La vie ne s'arrête pas, elle ne s'arrête jamais. J'avais un nouveau-né dans les bras et personne sur qui compter. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. Je l'ai élevé seul. Ces premières années ont été les plus dures. Des nuits sans sommeil, des inquiétudes sans fin, et essayer d'être forte quand je me sentais complètement brisée à l'intérieur. Il y avait des moments où je pensais que je n'y arriverais pas, des moments où je restais assise par terre à la tenir contre moi, pleurant en silence pour ne pas la réveiller. Mais les pleurs ne nourrissent pas un enfant. Alors j'ai commencé à travailler, n'importe quoi, tout ce que je pouvais trouver. Je donnais des cours particuliers aux enfants du quartier, j'enchaînais les petits boulots la journée comme caissière, et parfois je faisais même des retouches de couture tard le soir pour gagner un peu plus. Il y avait des jours où j'étais tellement fatigué que je ne sentais plus mon propre corps. Mais je n'ai jamais arrêté parce qu'elle avait besoin de moi. Je ne pensais plus à ma propre vie, au bonheur ou à l'idée de recommencer. Les gens me disaient de me remarier, que j'étais encore jeune, que je méritais une seconde chance, mais je ne pouvais pas. Mon monde entier était déjà entre mes bras. Alors, j'ai choisi ma fille à chaque instant. Il y avait des mois où je n'achetais rien pour moi-même, aucun vêtement neuf, aucun petit plaisir, rien. Je portais les mêmes affaires encore et encore,
mais je m'assurais qu'elle ne manque de rien. Ses livres scolaires étaient toujours là, ses frais de scolarité étaient toujours payés, ses besoins passaient en premier. Je me souviens qu'une fois elle m'a demandé pourquoi je n'achetais jamais de nouvelles robes comme les autres mamans. J'ai juste souri et je lui ai dit que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Et la vérité, c'est que c'était vrai. Parce que chaque fois que je la regardais, je trouvais une raison de continuer. Elle avait ses yeux, exactement les mêmes yeux. Parfois, quand elle souriait, j'avais l'impression qu'il était encore là d'une certaine manière. Et cela me suffisait. Les années ont passé. Elle est passée de la petite fille qui me tenait la main partout à une jeune femme avec ses propres rêves, sa propre vie. Elle a commencé la fac récemment. Intelligente, gentille, forte, tout ce que j'avais espéré qu'elle devienne. Et pendant toutes ces années, je ne lui ai jamais trop parlé de cette nuit-là, juste la simple vérité, que son père était mort dans un accident d'avion avant sa naissance. Et pendant 20 ans, cette vérité n'a jamais changé jusqu'à vendredi dernier. C'était une journée normale. J'étais à la maison en train de finir un dossier de travail quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle est entrée, mais quelque chose n'allait pas. Elle avait l'air différente. Pas effrayée, pas triste, juste sous le choc. « Maman », dit-elle. Sa voix n'était pas normale. Je me suis retourné pour la regarder. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle s'est approchée lentement, tenant toujours son téléphone fermement. « Maman », répéta-t-elle, sa voix plus douce cette fois. « Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. » J'ai froncé les sourcils. « Qui ça ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose qui a glacé tout mon corps, « J'ai rencontré mon père. » Pendant une seconde, je n'ai même pas pu réagir. Mon esprit s'est arrêté. « Quoi ?» ai-je murmuré. Elle n'a rien dit. Elle a juste déverrouillé son téléphone et m'a montré une photo. Dès que je l'ai vue, tout en moi s'est figé. Mes mains sont devenues engourdies, ma respiration s'est coupée parce que l'homme sur cette photo n'était pas un étranger. Ce visage, je l'avais vu chaque jour de ma vie. J'avais aimé ce visage. J'avais perdu ce visage il y a 20 ans. Et pourtant, il était là, vivant, regardant droit vers l'objectif comme s'il n'était jamais parti. J'ai lentement abaissé le téléphone, mes mains tremblant légèrement, et d'une voix que je reconnaissais à peine, j'ai dit « Ce n'est pas possible ». Pendant un moment, aucune de nous n'a bougé. Ma fille se tenait là, m'observant, attendant que je dise autre chose, quelque chose qui donnerait un sens à ce qu'elle venait de me montrer. Mais il n'y avait rien à dire car rien de tout cela n'avait de sens. « C'est lui, maman », dit-elle doucement, presque comme si elle avait peur que je le nie encore. Je lui ai parlé. Il savait des choses sur toi, sur moi. J'ai secoué la tête lentement. Non, non, ce n'est pas possible, ai-je répété, ma voix un peu plus forte cette fois. Ton père est mort il y a 20 ans. On me l'a dit, j'y étais, j'ai vécu ça. Je sais ce qu'on t'a dit, a-t-elle dit en s'approchant. Mais et si ce n'était pas vrai? Cette question m'a frappé au plus profond de moi. Pendant une seconde, une partie de moi a voulu y croire, a voulu remettre en question tout ce que j'avais cru pendant 2 décennies, mais j'ai repoussé cette pensée. Non, dis-je fermement. C'est une erreur. Quelqu'un te ment. Elle n'a pas discuté. Elle m'a juste regardé puis a dit calmement, il a demandé à te voir. Je me suis figé. Quoi? Il a dit que tu ne le croirais pas à moins de le voir de tes propres yeux, a-t-elle continué. Il a dit que tu méritais des réponses. Des réponses? Ce mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Je me suis détourné un instant, essayant de me calmer, mon cœur battant la chamade, pas de peur, mais d'autre chose. De la confusion, de la colère, et quelque chose que je ne voulais pas admettre, de l'espoir. Non. J'ai étouffé cette pensée immédiatement. Où l'as-tu rencontré, ai-je demandé. Près du campus, a-t-elle répondu. Il est venu vers moi. Il connaissait mon nom. Cela m'a noué l'estomac. Il connaissait ton nom, répétai-je. Elle a hoché la tête. Et le tien aussi. Il a dit qu'il nous cherchait. J'ai laissé échapper un long soupir. Rien dans tout cela ne semblait correct. 20 ans sans contact, sans aucun signe, et soudain il apparaît. Non,
quelque chose n'allait pas. Il veut venir ici, dit-elle doucement. Juste une fois, pour parler. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là à fixer le vide, en réfléchissant. Une partie de moi voulait dire non, tout arrêter et protéger la vie que nous avions construite. Mais une autre partie, plus silencieuse, plus profonde, voulait le voir, pas parce que je le croyais, mais parce que j'avais besoin de savoir la vérité. Après un long silence, j'ai enfin parlé. Très bien, dis-je doucement. Ses yeux se sont éclairés légèrement. Mais il vient ici, ajoutai-je. Et on discute. C'est tout. Elle a hoché la tête rapidement. Je vais l'appeler. La maison semblait différente ce soir-là, plus lourde, comme si les murs eux-mêmes attendaient. J'étais assise dans le salon, les mains posées sur les genoux, essayant de rester calme, mais mes pensées ne s'arrêtaient pas. Des souvenirs que j'avais enterrés il y a des années ont commencé à refaire surface. Sa voix, son sourire, la façon dont il me regardait. J'avais passé 20 ans à me convaincre qu'il était parti. Et maintenant, j'étais sur le point de le revoir. Un coup à la porte m'a tiré de mes pensées. Mon cœur a bondi. Ma fille m'a regardé. Je n'ai rien dit, j'ai juste fait un signe de tête. Elle s'est dirigée vers la porte et l'a ouverte. Et c'est alors qu'il est entré. Le temps s'est arrêté. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré. Je l'ai juste fixé. Il avait l'air plus vieux, bien sûr. Des rides sur son visage, une posture différente, mais c'était lui. Aucun doute possible. Après 20 ans, c'était lui. Pendant une seconde, tout ce que j'avais enfoui est revenu en force, l'amour, la douleur, la solitude, les nuits où je pleurais seul dans mon lit, les années passées à élever notre fille sans aide. Tout m'a frappé d'un coup. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je n'en ai rien montré. Je me suis forcé à rester immobile, à garder le contrôle. Il m'a regardé, et un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De l'émotion, peut-être même du regret. Camille, dit-il doucement. Mon nom. Après toutes ces années, il prononçait mon nom comme si rien n'avait changé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. Il a fait un pas vers l'avant. Je sais que tu as des questions, dit-il. Et je sais que tu ne me crois pas. Tu as raison, dis-je calmement. Je ne te crois pas. Cela l'a arrêté une seconde. Puis il a hoché la tête légèrement. Je le mérite, a-t-il admis. Le silence a de nouveau envahi la pièce. Puis il a commencé. Après le crash, dit-il lentement, je ne suis pas mort. Je ne dis rien. J'ai survécu, continua-t-il. Mais j'étais gravement blessé. On m'a emmené quelque part, je ne me souviens même plus exactement où. Sa voix était stable, trop stable. J'avais perdu la mémoire, dit-il. Je ne savais plus qui j'étais, d'où je venais, rien. Je l'observais attentivement, chaque mot, chaque expression. Je n'avais pas de document, pas d'identité, ajouta-t-il. Pas de passeport, aucun moyen de prouver qui j'étais. Ma fille le regardait, les yeux pleins d'émotion. Mais comment es-tu revenu, demanda-t-elle. Il a soupiré. Ça a pris des années, dit-il. Lentement, les morceaux ont commencé à revenir. Des petits souvenirs, des visages, des sentiments. Il m'a de nouveau regardé. Et puis, je me suis souvenu de toi. La pièce est devenue silencieuse. J'ai essayé de vous retrouver, continua-t-il. Mais sans documents officiels, sans relation, ce n'était pas facile. J'ai été bloqué pendant longtemps. Tout ce qu'il disait semblait possible. C'était bien là le problème, c'était juste assez crédible pour être vrai. Ma fille a essuyé une larme. Je le savais, murmura-t-elle. Je n'ai rien dit. Je le surveillais toujours, je l'écoutais, mais quelque chose au fond de moi n'était pas convaincu. Il manquait quelque chose qui clochait. Comme c'est pratique, finis-je par dire. Ils m'ont tous les deux regardé. 20 ans, continuai-je. Pas de mémoire, pas de contact, aucun moyen de nous joindre. Je marquai une pause. Et soudain, maintenant, tu te souviens de tout. Il n'a pas répondu immédiatement. Je comprends pourquoi tu ressens cela, dit-il prudemment.
Non, dis-je en secouant la tête, tu ne comprends pas. Silence à nouveau. J'ai fait un pas vers lui. Dis-moi quelque chose, dis-je. Pendant toutes ces années, pas une seule fois tu n'as essayé de contacter qui que ce soit? Pas une seule fois tu n'as pensé à la vie que tu avais laissée derrière toi. Si, je l'ai fait, dit-il rapidement. Je ne pouvais juste pas. Tu ne pouvais pas ou tu ne voulais pas, le coupai-je. Cela l'a stoppé net. Pour la première fois, il n'a pas eu de réponse immédiate. J'ai plongé mon regard dans le sien et c'est là que j'ai ressenti cette même sensation. Ce n'était pas seulement du doute, c'était de l'instinct. Il y a quelque chose dans tes yeux, dis-je lentement. Il a froncé les sourcils. Quelque chose qui ne colle pas avec ton histoire. La pièce est devenue totalement silencieuse. Ma fille nous regardait tour à tour, confuse. Maman, qu'est-ce que tu racontes, demanda-t-elle. Je ne l'ai pas regardé, j'ai gardé mes yeux fixés sur lui. Je dis, répondis-je doucement, que je ne le crois pas. La tension est montée instantanément. Ma fille avait l'air blessée. Lui semblait calme. Trop calme. Et cela rendait les choses encore pires. Avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit d'autre, on a frappé à la porte. Tous les trois, nous nous sommes tournés vers l'entrée. Ma fille a froncé les sourcils. Tu attendais quelqu'un, demanda-t-elle. J'ai secoué la tête. Non. On a frappé à nouveau, plus fort cette fois. Quelque chose dans ce bruit semblait différent, lourd. Je me suis dirigé vers la porte lentement. Ma main a atteint la poignée, j'ai hésité une seconde, puis j'ai ouvert. Une femme se tenait là. Elle m'a regardé d'abord, puis elle est passée devant moi en fixant Marc. Son expression a changé instantanément. Pas de la surprise, pas de la confusion, mais quelque chose de plus tranchant. Puis elle a parlé, d'une voix froide, claire et impossible à ignorer, « Tu ne leur as pas dit la vérité, n'est-ce pas ?» La pièce est devenue totalement figée. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Je me suis retourné lentement, regardant tour à tour cette femme et lui. Son visage avait changé. Le calme, le contrôle, l'histoire soigneusement construite, tout avait disparu. « De quoi parle-t-elle » demanda ma fille, la voix tremblante. Personne ne lui a répondu. La femme est entrée dans le salon, ses yeux ne quittant pas Marc. « Je t'ai demandé quelque chose, répéta-t-elle. Est-ce que tu leur as dit la vérité ? » Il a pris une lente inspiration. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il doucement. » C'était sa première erreur. Pas un déni, pas de la confusion, juste de l'évitement. Ma poitrine s'est serrée. « Réponds-lui, dis-je. » Ma voix était calme, mais dénuée de toute émotion. La femme m'a regardé alors. Pendant un instant, j'ai vu de l'hésitation dans ses yeux, puis elle a lâché, « Il ment. » Les mots n'ont pas claqué fort, ils n'en avaient pas besoin. Ils se sont installés dans la pièce, lourds et indéniables. Ma fille a reculé d'un pas. « Quoi » murmura-t-elle. « Il n'a jamais perdu la mémoire » continua la femme. « Il n'a rien oublié. Il a toujours su exactement qui il était pendant tout ce temps. » Silence. Je ne la regardais pas, je le regardais lui, attendant, espérant n'importe quoi d'autre. Mais il ne disait rien. Il a mené une vie normale, poursuivit-elle. Il a travaillé, il a voyagé, il a souri, il a ri. Chaque mot me transperçait. Et il m'a épousé. C'était fini. C'était le moment où quelque chose en moi s'est finalement brisé. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, juste en silence. Complètement. Je ne savais pas pour vous, ajouta-t-elle, sa voix plus douce maintenant. Je ne savais pas qu'il avait une femme et un enfant à naître. Ma fille le regardait maintenant, les yeux pleins de confusion, de douleur et d'incrédulité. « Est-ce que c'est vrai » demanda-t-elle. Toujours pas de réponse. La femme s'est approchée. « L'avion s'est écrasé » dit-elle lentement. « Ce n'est pas l'accident qui l'a piégé. » Elle m'a regardé. « C'est lui qui s'est servi de l'accident. » J'ai senti mes doigts se crisper. « Il a vu une opportunité » continua-t-elle. « Un moyen de disparaître. Un moyen de recommencer à zéro sans aucune responsabilité. » Chaque mot semblait m'arracher un morceau de cœur.
pendant 20 ans, dit-elle, pendant que vous galériez ici à élever votre fille seule. Elle marqua une pause. Il menait une vie totalement différente. La pièce semblait plus petite, plus étouffante. Ma fille secoua la tête. Non, non, ce n'est pas vrai, dit-elle en reculant encore. Vous mentez. Vous devez mentir. J'aimerais que ce soit le cas, répondit la femme tristement. Et maintenant, continua-t-elle en se tournant vers lui, dis-leur pourquoi tu es vraiment ici. C'est là que j'ai enfin repris la parole. Dis-le, ordonnai-je. Il m'a regardé, puis a regardé notre fille, et pour la première fois, j'ai vu la réalité. Pas de regret, pas de culpabilité, juste un besoin égoïste. J'ai vu vos photos, dit-il lentement. Ma fille s'est figée. Toutes les deux, sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines, ajouta-t-il. Le silence qui a suivi était insupportable. Je ne savais pas qu'elle ressemblait à ça, continua-t-il, la voix basse. Je ne savais pas, sa voix s'est éteinte. Finis ta phrase, dis-je. Il a dégluti. Je voulais un enfant, admit-il. C'était tout. Pas d'émotion, pas d'excuses, juste la vérité brute. Je n'ai pas pu en avoir. Pas avec elle. Il n'a même pas regardé la femme qui se tenait à côté de lui. Alors tu es revenu, dis-je, pour nous l'apprendre. Il n'a pas nié. Quelque chose en moi a craqué. D'un coup. J'ai fait un pas en avant. Avant qu'il puisse dire un mot de plus, une gifle. Le bruit a résonné dans tout le salon. Il n'a pas bougé, il n'a même pas levé les yeux. Tu m'as fait vivre comme une veuve pendant 20 ans, dis-je, ma voix tremblante mais puissante. Tu m'as laissé démuni, seul, à élever notre fille avec rien d'autre que des souvenirs. J'ai fait un autre pas vers lui. Et maintenant tu reviens, ma voix s'est durcie, pour prendre la seule chose qu'il me reste. Il est resté silencieux, la tête basse, comme s'il ne méritait plus de me regarder. Sors d'ici, dis-je. Il n'a pas bougé. Au lieu de cela, il a regardé notre fille, espérant encore qu'il avait une chance. Je suis ton père, dit-il doucement. Je t'aime. On peut encore tout arrêter. La voix de Chloé l'a transpercée. Froide, claire, finale. S'il te plaît, n'insulte pas ce mot, dit-elle. Silence total. Elle a reculé, le regardant sans amour, sans même de colère, juste avec une immense déception. J'aurais été plus heureuse, dit-elle calmement, si tu étais vraiment mort ce jour-là. Cela l'a brisé complètement. Pour la première fois, il n'avait plus rien. Pas de mots, pas d'excuses, plus rien. Puis l'autre femme a pris la parole. Sa voix n'était pas forte, mais elle pesait lourd. Tu ne les as pas seulement trahis, elle, dit-elle en le fixant. Tu m'as trahi moi aussi. Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Tu m'as dit que tu étais seul, continua-t-elle. Tu m'as dit que tu n'avais personne, pas de passé, pas de famille. Sa voix s'est un peu brisée. Et je t'ai cru. Elle a secoué la tête lentement. Je ne peux pas rester avec un homme, dit-elle, qui n'a eu aucune considération pour sa propre famille. Elle a fait un pas loin de lui. Un autre morceau de sa vie s'écroulait. Maintenant, il se tenait là, totalement seul. Je suis allé jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Dehors. Plus de colère. Plus de douleur. Juste la vérité. Il m'a regardé une dernière fois, puis a cherché le regard de notre fille, espérant un signe. Mais il ne restait rien pour lui ici. Lentement, il s'est retourné et est sorti. L'autre femme a suivi, pas à ses côtés, pas avec lui, juste derrière, comme deux étrangers marchant dans la même direction. La porte s'est refermée et cette fois, c'était définitif. Je me suis tourné vers ma fille. Elle m'a regardé et, sans un mot, elle m'a serré fort dans ses bras. Je l'ai tenue contre moi, pas par peur, pas par douleur, mais parce que maintenant je savais une chose avec certitude, certaines personnes ne méritent pas de seconde chance parce qu'elles ont choisi de partir dès la première fois.